Berger. Bonjour. La présidente de la commission du débat national, du débat public, claque la porte après les polémiques sur son salaire. Chantal Jouanneau n'organisera pas le grand débat. Elle estime que les conditions de sérénité nécessaires ne sont pas réunies. Est-ce que vous comprenez sa décision ? Il fait un choix personnel qui est de dire à partir du moment où, du fait de ma présence, la sérénité pourrait être rompue, je ne veux pas, moi, accentuer un climat qui est déjà suffisamment tendu. Après, la commission a largement travaillé et donc tout sera prêt pour permettre que le grand débat existe sur l'ensemble des territoires et que les maires puissent l'organiser. C'est ça que vous lui dites. Ça veut dire qu'elle a réussi à faire tout le travail préparatoire d'organisation du grand débat. Est-ce qu'elle a besoin de le présider pour que le débat puisse exister ? Elle a permis que ce grand débat souhaité par le président de la République se tienne dans de bonnes conditions. Et son retrait, en tout cas c'est elle ce qu'elle pense, son retrait permettra d'autant plus de sérénité. 176 000 € annuels pour la présidence de la Commission nationale, ce qui fait 14 666 €. Est-ce que la question du salaire des hauts fonctionnaires doit être posée justement lors de ce grand débat ? J'aimerais que le grand débat ne soit pas non plus un grand déballage et que du coup, ça ne donne pas lieu à des revendications qui seraient peut-être de nature populiste. C'est sûr que quand un sujet, vous considérez que c'est un sujet populiste ? Ça peut être un sujet, mais quand on jette en pâture des salaires, des rémunérations, que ce soit des hommes ou des femmes, élus, journalistes, politiques, chefs d'entreprise, forcément, on peut avoir des sommes qui sont extrêmement importantes pour les Français, surtout quand on voit le revenu moyen des Français. Donc je comprends que ça puisse alerter ou parfois même choquer. Je dis juste qu'il faut faire attention, et d'ailleurs Chantal Jouanneau avait cette rémunération indépendamment même de l'organisation de ce grand débat. Est-ce qu'il faut que tous les sujets soient sur la table ? On ne voit pas tellement, pour être très honnête avec vous, à quoi ça va ressembler. Il y a un séminaire gouvernemental ce matin qui va peut-être dessiner les contours des sujets qui vont figurer dans ce grand débat, mais on se dit que c'est devenu surtout un formidable casse-tête. On a 4 grandes thématiques qui ont été annoncées par le Premier ministre et qui donnent un cadre tout de même à ce grand débat. Parce que la difficulté, c'est si vous organisez une réunion et que cette réunion n'a aucun cadre et qu'on ne sait absolument pas de quoi on va venir parler et débattre, je ne suis pas sûre que les Français, du coup, puissent se sentir à l'aise dans ce débat. S'ils ne savent pas de quoi ils retournent, de quoi ils vont parler. Et puis parce que je pense aussi qu'il y a des sujets qu'on ne souhaite pas ouvrir, tout simplement parce qu'on considère que le débat a lieu. Le mariage pour tous, la peine de mort ? Le mariage pour tous, la peine de mort, l'IVG, on a des sujets, pas parce que c'est tabou, mais parce que, heureusement, ça a été tranché. Moi, je ne souhaite pas que dans mon pays, on revienne, par exemple, sur le droit pour les femmes. Allez, choisissez, imaginons que vous participiez en tant que citoyenne au grand débat. Quel sujet vous souhaiteriez mettre sur la table, considérant que ce sont des sujets qu'on n'a pas suffisamment évoqués ? Mais je pense que le sujet majeur, c'est le sujet de justice sociale et de justice fiscale. Il s'accompagne aussi de la question de la dépense publique. Est-ce qu'on dépense bien dans ce pays ? Est-ce qu'on dépense trop ? Est-ce qu'on dépense au bon endroit ? Sur la justice fiscale, vous avez raison, c'est un des sujets qui revient souvent dans les préoccupations des Français. Je fais un petit virage vers la taxe d'habitation. Est-ce que, par exemple, vous êtes favorable à l'idée évoquée par Bruno Le Maire de ne pas forcément exonérer de taxe d'habitation les 20% de foyers les plus aisés ? Moi, je suis favorable à ce qu'on aille au bout. C'est-à-dire que 100% des foyers, demain, ne payent plus la taxe d'habitation parce que c'est un impôt qui est injuste dans la manière avec laquelle, aujourd'hui, il est organisé. Et dans les 20%, les foyers les plus riches, on a aussi des foyers qui sont à 4 000 € de revenus mensuels à deux. Donc, on n'est pas non plus sur les plus riches des plus riches dans notre pays. Donc, il faut faire attention quand on parle de riches, qui sont les riches dans notre pays. Et encore une fois, qu'on ne verse pas dans le populisme. Moi, si l'idée, c'est de dire qu'il faut faire payer de la même manière qu'il faut faire trembler ou il faut faire peur aux élus, il faut faire peur aux riches dans notre pays, je ne suis pas certaine que ce soit la bonne organisation et la sérénité nécessaire au débat. Est-ce qu'il faut que les ministres participent au grand débat ? Oui, je pense que c'est utile que les parlementaires, les élus, les ministres, en tant que citoyens, puissent participer au débat, évidemment, parce qu'on est tous avant tout citoyens et on est des citoyens. Vous n'êtes pas des citoyens totalement comme les autres ? Je suis d'accord, mais les gens savent d'où nous parlons aussi. Si moi qui suis députée de la majorité, je vais assister à un débat et éventuellement à un moment que j'interviens dans la salle, pas depuis une tribune, un pupitre ou ce genre de choses, eh bien, les gens savent très bien d'où je parle et savent très bien quelles sont mes convictions et que je suis députée de leur circonscription. Donc vous avez envie d'y aller ? Oui, moi j'ai envie d'y aller, aussi pour écouter surtout. Moi j'ai envie d'écouter les Français, ce qu'ils ont à nous dire. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur pour vous en ce moment, ou pour vos proches, Aurore Berger ? Je pense que les gens aimeraient qu'on ait peur. Clairement, on a un climat, c'est-à-dire moi-même et quasiment tous les députés de la majorité, on a reçu des menaces. Vous avez reçu une lettre récemment que vous avez publiée sur les réseaux sociaux extrêmement violente, extrêmement sexiste, où on vous promet ni plus ni moins que la décapitation. Entre autres sévices. Entre autres sévices que, voilà, je n'ai pas tellement envie de les lire ce matin.
Est-ce que quand vous lisez ça, à un moment donné, vous vous dites, vous êtes jeune, vous êtes lancé en politique avec plein d'ambition, plein d'enthousiasme, vous vous dites, je ne peux plus aller totalement nulle part, je ne peux plus vivre totalement comme je le pensais il y a encore quelques semaines. Ceux qui nous envoient ces lettres, ceux qui font des appels anonymes, ceux qui viennent menacer parfois jusque devant nos domiciles, qui sont maintenant mis sous protection beaucoup plus rapprochée, Vous êtes veulent... protégé en ce moment ? Mon domicile a été placé sous protection parce qu'il y a des menaces sur mon domicile privé, personnel, pas quand je suis à l'Assemblée nationale ou quand je suis ici sur un plateau de télévision. Donc on en est là quand même et je pense que c'est important que les Français se rendent compte du climat dans lequel on ne vit pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais juste parce que ça n'est pas normal, ça n'est pas acceptable que dans une démocratie, on cherche à terroriser, parce que c'est bien ça dont il s'agit. On cherche à nous faire plier, mais je pense qu'on cherche à nous faire plier politiquement par l'usage de la violence, par l'usage de l'intimidation, par l'usage de la menace. C'est ni plus ni moins que la terreur. Et moi, je vais plus loin. Je pense que le climat politique dans lequel nous vivons depuis 18 mois, le fait que des hommes et des femmes politiques, depuis 18 mois, aient incité à la violence, se félicite de l'insurrection. Quand on parle d'insurrection, mais je pense notamment à la France insoumise, quand on parle d'insurrection, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renverser le pouvoir en place par l'usage de la violence. Mais nous, on n'est pas arrivé au pouvoir par l'usage de la violence. On est arrivé au pouvoir par la volonté des Français, ne leur en déplaise, qui ont voté et qui ont fait ce choix. Donc moi, je prends mes responsabilités. Aujourd'hui, je vais écrire au procureur de la République de Paris pour lui signaler un certain nombre de propos. Parce qu'en tant qu'élu de la République, quand on a connaissance de crimes ou de délits, c'est notre devoir, notre responsabilité de les signaler. Et on a des propos aujourd'hui qui clairement invitent à commettre des délits ou des crimes. Vous allez signaler les propos d'élus de la France Insoumise ? De cadres de la France Insoumise, qui ont été pour certains l'un candidat aux élections législatives, l'autre sera candidat aux élections européennes. C'est qui? Ils ont dit quoi? Ils ont dit clairement qu'ils souhaitaient que la violence se poursuive, qu'ils souhaitaient un climat insurrectionnel, qu'ils souhaitaient que nous tremblions, nous, élus de la République, dans notre chair, qu'ils souhaitaient que nous ayons peur, qu'ils se félicitaient des violences, qu'on ne pouvait pas caractériser de violence le fait d'avoir balancé des pavés, je cite, ou renversé des bagnoles. Donc tout cela, c'est générer un climat. Vous savez, il y a pire que celui qui menace, que celui qui tabasse, que celui qui intimide. Il y a ceux qui arment les esprits pour légitimer ces violences dans notre pays. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon a lancé un appel ce matin à des casques blancs pour faire retomber la tension samedi. Des personnes tranquilles. Mais Mélenchon est tout sauf quelqu'un de tranquille. Jean-Luc Mélenchon, depuis des mois, se félicite et se gargarise de ces violences. Et je considère, moi, encore une fois, qu'il est légitime. Quand a-t-il condamné les violences? Quand a-t-il condamné les menaces contre les élus de la République? Quand a-t-il condamné les violences contre les journalistes? Quand a-t-il condamné les violences contre les forces de l'ordre? Vous savez qu'il y a une partie de l'opinion, une partie des Français qui cautionne ces violences. Lorsqu'on voit, par exemple, la cagnotte qui a été récoltée pour le boxeur du policier Christophe Detthinger, est-ce que vous pensez que le rétablissement de l'ordre est voulu par tous ? Et je pense qu'il est nécessaire, parce que moi, je ne sais pas comment on vit dans une démocratie où il n'y a pas d'ordre républicain. Et ce monsieur, ce n'est pas un boxeur. Ce monsieur, c'est un délinquant qui a tabassé un homme à terre, qui a tabassé des forces de l'ordre. Plus de 100 000 € récoltés pour lui. Il y a d'autres cagnottes qui existent. J'espère aussi que la commission qui sera prise, qui sera prélevée sur son compte, sera peut-être reversée aux forces de l'ordre qui, elles, travaillent dans notre pays pour maintenir l'ordre républicain, tout simplement. Mais le préalable dans une démocratie, c'est d'abord l'établissement de l'ordre républicain pour qu'ensuite le débat puisse émerger. Merci beaucoup, Aurore Berger-Stavolan.